Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis bien énervé puis bien heureux parce que je suis avec Martin Gagné, maître brasseur chez Unibrou. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir. Félicitations pour ton podcast. Merci. Vraiment heureux de collaborer avec toi là-dedans. Moi aussi, je suis très heureux. Pour les auditeurs, ben là, tu sais, c'est ça, ça fait un petit bout que je suis plus chez Unibrou, mais t'as été mon boss. Fait que je suis vraiment très heureux de faire ça avec toi. C'est dans mes derniers podcasts, là, fait que je suis vraiment heureux de me retrouver ici, là. Ah ouais. Je suis content de voir ça parce que c'est titre que tout a commencé. On a parti ça ensemble. Hein? On était dans la même aventure, là, une quinzaine d'années. Hein? Oui, on était à la même place ensemble. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais as-tu eu la chance de goûter notre petite dernière Nepa? Ou la petite maudite? Même notre nouvelle blanche refermentée. Je l'ai fait une twist de la pamplemousse, super bonne, l'amertume est bien équilibrée. Ou même la pomme rouge. OK. Fruit du Québec, là, avec une petite twist à l'eau de rose. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'avais une inspiration pour l'eau de rose, donner la dernière twist rouge à la pomme. Alors, t'as pas eu la chance de goûter encore à tout? Ben, ou... j'en ai goûté une coupe avec toi l'autre fois, puis je les ai beaucoup appréciés. Puis là, justement, on est en train de boire le Nepa. Ben, t'es pas rendu là, toi, mais moi, je l'ai goûté. Elle est super bonne, pour vrai. Ouais, c'est des bons produits, ouais. Mais l'eau de rose, en plus, on s'en était parlé la dernière fois, tu sais, il faut y aller avec parcimonie, hein, cet ingrédient-là. Oui, c'est un peu capricieux, hein? Ouais, c'est ça, ça peut sortir vraiment beaucoup, là, mais ouais, c'est des très bons produits, j'ai beaucoup apprécié ça, ouais. Puis, les sortez-vous en bouteille aussi, ou juste en canette? Ou... Présentement, c'est la canette qui est Okay. le créneau. Je te cacherai pas que le volume de bouteilles est en déclin à travers le Québec. Alors, la canette, c'est la nouvelle bouteille. C'est le go-to, ouais. Tu passes pas à côté d'une bonne canette, facile à porter, mais ça vient frais, c'est super bon. Les terrasses sont prêtes à nous recevoir, là. Le printemps est vraiment arrivé, là. On sort les blanches aux fruits. Ouais, puis j'aime bien les cannes aussi, là, elles sont pas mal belles, là, tu sais, comme la Nepa, là, turquoise un peu, là. Je trouve ça super beau, c'est des très bons produits. Bravo. Merci à toi. Puis moi, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver ici. Surtout que t'avais pas ce bureau-là avant, quand je travaillais ici. Fait que de me retrouver ici avec toi en plus, là, ouais, ça me fait bizarre un peu. Pas moi. Des amis et des collègues, toujours la bienvenue, peu importe le bureau, c'est le fun. Moi, ça fait pas bizarre, je suis content. Moi aussi, je suis très heureux. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir dit oui. Ben, aujourd'hui, on va parler de refermentation en bouteille. Ça fait un bout que je voulais qu'on en parle. Ben, refermentation en bouteille puis en canette, là, vu que vous faites les deux maintenant. Fait que, qui de mieux qu'Unibrou, tu sais, pour quelqu'un d'Unibrou pour en parler, tu sais. Fait que, ben, je commencerai avec ma première question. Pour commencer, là, j'aimerais ça connaître un peu ton parcours, là, parler un peu de toi, là. C'est quoi ton parcours un peu dans le monde de la bière? Hey, mon parcours, oui, il a commencé aux études. J'ai fait bien de mes expériences. Mais, il y a 15 ans, justement, quand on s'est rencontrés, toujours été passionné de la transformation des aliments, déguster ce que je fabriquais, aller un petit peu plus loin. Ça m'a toujours transporté vers d'autres horizons. Ça m'a aidé à beaucoup de niveaux, au niveau de la technique, à aller développer qu'est-ce qui est bon pour tout le monde. Mais un jour, j'ai eu un tournant. J'ai eu des amis qui m'ont dit « Hey, ça pourrait être le fun. » J'ai ma conjointe qui a dit « Hey, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un chez Unibrou. Ça te tente-tu? » Et puis la question a fini « Tu devrais y aller. » Il me connaissait assez. Alors l'aventure a commencé de même, il y a 15 ans. Puis de fil en aiguille, je me suis amusé autant superviseur brassage, spécialiste technique, touche un peu à tout pour aller chercher toutes les nouvelles techniques, informations, ingrédients. Je me suis toujours amusé là-dedans. J'ai toujours une belle équipe. On nous est parti. Alors, puis l'équipe est encore aussi extraordinaire. On est des passionnés sur place. Alors, ça m'a gardé ici pendant 15 ans. 15 ans. Puis, ça fait combien de temps, là, t'es rendu maître brasseur? Écoute, officiellement, depuis 2023, la nomination a été faite, mais quand j'avais le rôle de spécialiste technique brassage, ben, je touchais déjà pas mal d'affaires du brassage. Ouais. Même la petite famille Unibrou, on touche à tout. Ouais. Alors, mais le titre officiel, depuis 2023.
Ah, c'est cool. Ben, je suis très heureux pour toi. Félicitations pour ça. Ben, merci. Fait que là, si on commence un peu à parler de la reformatation, là, pour commencer, là, je vais te donner une petite question bien simple. Là. Pourquoi la reformatation en bouteille? Est-ce qu'on ne peut pas considérer peut-être que la carbonatation forcée est plus simple que la refermentation? Hey, ça commence bien, je te dis toujours oui et non. Réfermentation en bouteille, si tu fais ça à la maison, ça demande peu d'équipement, c'est facile. Tu rajoutes du sucre, tu t'ajustes, puis tu souhaites que ça aille bien. Alors oui, peu d'investissement, c'est simple. Mais quand tu commences à être un petit peu plus contrôle, aller au niveau, développer les saveurs, aller chercher ça, bien là, tu as besoin un peu plus d'équipement. Alors, je te dirais, milieu de gamme, tu veux brasser à la maison, brasser un peu plus professionnel, la carbonatation forcée va te donner un meilleur contrôle. Mais, je te dirais, la refermentée, qui est notre petite spécialité, ça amène une dimension de plus. Ça donne des belles surprises. Ton travail est récompensé avec ça. La bulle est un petit peu plus fine. Je te dirais, gros avantage sur la fermentation. Puis à l'origine, je pense que c'était parti pour... C'était pas pour un souci de simplicité, là. C'était pour... au début d'Unibrew, là, je pense que c'était vraiment pour respecter le style, j'imagine. Oui, il y avait une grosse partie respecter le style, être différent. Unibrew, quand on a commencé, c'était un monde de lager. Ouais. Alors, les bières de microbrasserie, de spécialité, ont commencé un peu à se faire connaître avec Unibrew. Alors oui, ça se démarquait, c'était quelque chose de le fun. C'est une nouvelle technique qui n'était pas utilisée ici, mais là, présentement, on n'a pas juste l'exclusivité, mais je t'avouerais qu'on a une certaine longueur d'avance à certaines places. C'est quoi vos grandes étapes avant l'ajout de la levure et du sucre pour la refermentation? Par quoi ça passe? Écoute, je vais commencer en te disant, avoir la bonne personne formée. La refermentation ici, c'est à l'échelle humaine. On est encore avec des boyaux, on a des gens qui préparent tous les équipements. Deuxième partie, bien maîtriser sa levure. Tu as de la levure qui va être plus forte en refermentation, qui ne donnera pas la même chose en fermentation primaire. Alors, bien choisir, bien connaître, bien la maîtriser, sa levure, fait une grosse différence. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour bien performer? Vérifier chaque étape du brassage. Ça part au concassage. Le premier mash que tu fais fait la différence. Il faut que tu contrôles chacune des étapes jusqu'à ce que tu arrives à ta refermentation. C'est la première étape de contrôle, c'est contrôle ton procédé, de A à Z. Puis la dernière étape, bien, calculer précisément chacun des détails. Le sucre que tu vas utiliser, bien le connaître. S'assurer qu'il n'y ait pas d'autres sucres résiduels ou d'autres choses qui viendraient l'altérer. Alors, bien connaître ton sucre disponible qui va être refermenticible. Okay. C'est la clé. OK. Est-ce que tu vas le faire... allez-vous le tester par vous-même, mettons, les différents sucres, ou tu vas te fier sur les résultats labo qu'ils vont t'envoyer? Ben, j'ai la chance d'être une microbrasserie avec assez grande, un peu de budget. Alors oui, on a la chance de pouvoir tester un peu nos ingrédients, vérifier la capacité, mais on a stabilisé pas mal le procédé avec des sucres un peu plus simples qu'on sait qu'on est capable de bien contrôler. Avoir aussi une bonne salubrité de ces produits-là. Des fois, on a des sucres qui... Oui, on n'a pas grand-chose qui peut pousser dans le sucre, mais l'amener, aller le porter à la bonne place, ça demande beaucoup de contrôle de sanitation. OK. Maintenant, vous faites de la refermentation en canette. On n'en parlera pas tout de suite. On va commencer avec la bouteille, là. C'est quoi la méthode pour ajouter le sucre puis la levure? Écoute, je sais que tu veux parler juste de la bouteille, là, mais j'ai un scoop pour toi tout de suite ici. On a réussi à uniformiser le procédé, autant bouteille, canette, même jusqu'en fût. Ça a été un gros travail, mais la précision a fait la différence. Le respect du contenant. Puisque le produit, ça ne sera pas pasteurisé, on veut garder notre nouvelle levure active. Alors, la flash pasteurisation est une étape critique dans le contrôle pour que la fermentation primaire ne vienne pas interférer avec la refermentation. L'autre côté qui nous aide beaucoup d'avoir réussi ça, c'est on ajoute les sucres, les levures avec une pompe et un dosage de précision. La chance d'avoir une équipe technique, des pompes péristatiques, mais avec des bons débitmètres pour être capable d'aller chercher la précision qu'on a besoin. Contrôle de température, le faire en ligne. Éviter le côté batching trop fort aussi.
Oui, on a un côté batch à faire, mais essayer d'être le plus uniforme possible pour éviter de stresser la levure, de choquer, arriver à une load de levure dans le bas d'un BBT. Peut-être pas la bonne solution non plus pour avoir quelque chose de stable. Ça va marcher, mais tu cherches quelque chose de stable, tu cherches quelque chose qui va être viable à long terme, contrôle chacune des étapes, vas-y smooth. C'est vivant. Okay. Ouais. Mais juste pour parler un peu plus, là, parce que dans le fond, à Star, vous avez un système, un système de dosage. Fait que, tu sais, tout est tout le temps fermé, tu sais, puis vous faites vos propagations, puis après ça, ça va être dosé à partir de là, dans le fond. Oui, il y a un bon investissement qui a été fait, justement pour contrôler à la décimale près chacune des étapes, s'assurer qu'il n'y ait rien qui vienne interférer avec ça, puis avoir le maximum de contrôle. Mais ça a pris des années, étape par étape, devenir meilleur à chaque fois. Ouais. Alors oui, on a développé une belle technique ici. C'est encore le slogan, devenir meilleur. Pas le slogan, mais le... Écoute, c'est rendu ancré en moi. Oui, il est encore là-dessus. Puis on cherche tout le temps à se dépasser. Je pense que c'est ancré en nous autres. Hein, si t'en rappelles, là, ça avait été fort. Hein? Mais c'est drôle parce que là, tu viens de dire ça, là, puis ça m'était tellement rentré dans la tête, cette phrase-là, devenir meilleur, que là, tu l'as dit, puis j'ai tout de suite allumé, puis ça a tout de suite allumé des lumières dans ma tête. Là. Je suis content que tu aies appris des bonnes choses de moi. Enfin! Ça, c'est drôle, ça. Je m'attendais pas à celle-là. Ben, ça m'amène justement les étapes avant, puis tout. Parce que j'avais une question sur le lavage de la levure. Vous faites pas de pantoute de lavage de levure, d'abord, mais je pense qu'on a passé par là. Oui, ça a été un passage obligé de faire le lavage des levures pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de contamination, bien contrôler chacun des intrants. Alors, on a raffiné le procédé, par exemple, on n'a plus besoin de faire ça. Tu as parlé des investissements, alors des circuits fermés, des boucles de stérilisation à vapeur, tous les procédés sont là pour que ça soit parfait. C'est super bien contrôlé. De plus, le lavage acide, ça stresse une levure. Ouais. Alors, quand c'est le temps de la repartir en refermentation, bien, on rajoute une latence, c'est du temps d'entrepôt, c'est rentrer dans un contenant sous pression et déjà stressé, ça aide pas. Alors, je te dis pas que c'est pas possible, on l'a déjà fait. Mais si tu veux quelque chose de précis, répétable, qui goûte la même chose, le lavage acide, c'est pas favorable. J'ai une petite question qui me vient vite. Tu trouves-tu que ben, pas nécessairement la qualité, mais tu vois-tu une différence, mettons, avec quand on lavait la levure avant? Parce que je l'ai faite moi aussi longtemps. Mais tu vois, es-tu capable de le détecter, tu trouves? Tu penses à le goût là, que ça donne maintenant que c'est dosé là, comme ça automatiquement? Puis... je te dirais, je le vois au niveau de la performance de la fermentation. Au niveau du goût, tu sais, on a parlé tantôt, on commence le contrôle dès le début. Alors, l'acide ajouté, il fallait le compenser, il fallait l'ajuster. Alors, le pH a été ajusté d'une autre façon pour garder le même goût toujours. La fin du monde goûte encore la même chose. Alors oui, on s'est ajusté avec nos pH, s'assurer de respecter la levure pour avoir tout le temps les mêmes conditions. Mais le lavage acide était vraiment un stress de plus qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Comment vous vous assurez de la constance du produit pour que chaque bouteille ressemble toujours à un autre? Parce que moi, je me souviens, quand je travaillais ici, tout le monde me disait tout le temps, moi, ce que j'aime de Nibro, c'est la constance. T'sais, à chaque fois que tu ouvrais une bouteille, c'est sûr qu'elle va ressembler à l'autre. Jerry nous disait ça dans les meetings aussi. Fait que, comment on s'assure d'avoir une constance de même? Ben, oui, c'est une fierté. D'avoir de la fin du monde, ça fait 15 ans, puis les gens le reconnaissent encore médaillé aussi, dernièrement. World Beer Cup, la fin du monde, a encore gagné dans sa catégorie. Ouais, okay. Médaille d'or. Cette année, je viens de recevoir ça. T'as d'autres coups. Mais la grosse différence, c'est vraiment les détails, le contrôle, checker la variance, s'assurer qu'il n'y a rien qui change à chaque étape. Il ne faut pas négliger, même un oxygène, un CO2 qui est un petit peu à côté, va faire une différence. Alors, c'est vraiment le contrôle de la précision. C'est la chance qu'on a chez Unibrew. On a les fonds. On est bien supporté par la maison mère. Alors, les instruments, on a tous les instruments qu'on veut. J'ai vu, tu as parlé avec les gens de NXT. Ouais. Ils nous aiment beaucoup. J'ai un de leurs équipements à peu près à chaque étape de mon procédé. Alors, pour aller chercher le PPB nécessaire pour bien m'assurer que ma refermentation soit à la bonne place dans les mêmes conditions. Ouais. Alors, encore une fois, chaque détail. Ouais. L'autre chose,
Notre produit est contrôlé en refermentation aussi. Une fois on parle de refermenter, une fois qu'il est parti, on envoie ça à une étape d'entreposage qui va refermenter. C'est crucial pour l'uniformité d'un lot, s'assurer que les palettes, il y a une bonne distribution, la chaleur à la même place, la même température contrôlée. Je n'ai pas une palette qui a eu chaud, une palette qui a eu froid. Alors, il y a toute une logistique, une gestion qui est là-dedans. Alors, c'est un gros travail. On rajoute beaucoup d'étapes en refermentation. Ouais. Puis je me souviens aussi, tu sais, qu'il y avait des specs pour chaque aspect de la bière aussi, là, tu sais, fait que, tu sais, quand t'étais dans le rouge, ça pouvait pas sortir, là, évidemment, fait qu'il fallait tout le temps, pas tout le temps ajuster, mais je veux dire, fallait que t'ajustes, là, si t'étais pas dans les specs, fait que je pense que ça amène aussi une belle constance, là. Oui, on a des critères de qualité qui sont nationales de ce côté-là. On est vraiment fiers, même, je te dirais, depuis le temps, on les a même resserrés. Alors, autant qu'avant, on pouvait se permettre un petit peu plus d'oxygène pour la refermentation, le contrôle, avec le nouveau contenant, oui, ça fait une différence. Alors, tout a été resserré au niveau de la qualité. Puis non, une bière ne sortira pas ici si elle ne passe pas les critères et aussi le goût. Il ne faut pas l'oublier, cette partie-là. On a une équipe de dégustateurs qui sont hors pair, comme ça. Vérifier à chaque lot. OK. Qu'est-ce qui arrive à la bouteille un coup qu'elle est scellée, là, un coup qu'elle sort de la soutireuse, qu'elle sort de toute la ligne, là, la chaîne de production, qu'est-ce qui arrive, ouais? Écoute, considère ça comme une petite fermentation dans un mini-fermenteur, là, à l'échelle miniature. Là. Il y a les mêmes phases qu'une fermentation. Tu as une phase aérobique, après ça, l'anaérobie va embarquer, la levure va se propager aussi, d'où le contrôle de l'oxygène, d'où le contrôle du CO2, pour s'assurer que la pression soit bonne. Aussi, s'assurer d'avoir la carbonatation finale naturelle de la bonne façon, c'est le contrôle de chacune de ces étapes-là. Ça, petit fermenteur, une petite canne, on envoie ça en chambre chaude, c'est réchauffé pendant plusieurs jours. Alors, un autre investissement qui est fait ici, on a un entrepôt dédié à la refermentation avec des tests qui sont faits à tous les 5 jours sur un lot cible. Puis l'autre partie que ça a, c'est que la levure va aller se déposer dans le fond. Ça va interagir avec le produit de la bière. Alors, c'est tout ça qui se passe une fois que la refermentation est partie. Alors, la complexité vient de toutes ces étapes-là, mais dans un petit contenant, micro-refermentation dans une bouteille ou une canne. Ah ouais, c'est ça. Puis, si tu un peu trop... on peut-tu se permettre de te demander, genre, à combien de degrés vous gardez ça d'habitude, à peu près, en chambre chaude? Écoute, il y a un range. Je vais garder certaines choses au niveau de notre procédé. Mais c'est sûr que c'est pas froid, puis c'est sûr que c'est pas trop chaud. Alors, une température pièce bien contrôlée, ça fait l'affaire. Mais je me souviens, quand je travaillais ici, tu sais, si c'était l'été, tu vas pas là. Mais si c'est l'hiver, par exemple, c'est bien contrôlé, tu y vas, tu te sens bien. C'était tout le temps la même température. Tout le temps. C'est le principe. C'est de ne pas avoir de variation de température. Je dirais, dans le secret de la refermenter, si tu choisis ta levure avec ta bonne température, une fois qu'elle est setée, change-le plus. Tu fermentes à 20 degrés ou tu fermentes à 35 degrés, tu n'auras pas les mêmes esters, tu n'auras pas les mêmes goûts, ça ne sera pas la même propagation, ça ne sera pas la même vitesse, l'oxydation va changer. Alors, tout ça fait partie des critères. La clé, c'est température constante. Il ne faut pas que ça change. Fait que même si tu as trouvé ton taux de sucre, ton taux de levure à mettre dans ta canne, mais ça ne veut pas dire que ça va goûter de la même affaire, dépendamment dans quelles conditions tu vas la garder après. Non, ton travail ne finit pas là. Ton travail continue à le contrôler jusqu'à ce que tu le livres au consommateur. Après ça, le vieillissement, maturation. C'est là que tu vois l'expérience qui embarque. Puis, de combien d'années, là? Ça fait combien de temps que ça roule, une hébrou? Ça fait... ça fait 20... on va bientôt... Présentement, bientôt écoute, je suis en train de dessiner les bières du 35e anniversaire. Scoop! Est-ce que vous faites aussi de la refermenter en baril? Oui, depuis le début, on en fait. Ici, encore une fois, le contenant est différent. Il faut respecter les valves, les pressions, les gasquettes qu'il y a là-dessus. Alors, tout ça a été calculé, contrôlé pour s'assurer que ça respecte toutes les conditions. Mais oui, le fût est fait en refermenté, soumis aux mêmes conditions de refermentation à l'entrepôt, dans les mêmes températures. L'échange baril et air ambiant va quand même bien. Là, c'est une surface de stainless, là, c'est pas un contenant isolé. Ça va bien. OK. Si on parle de canettes un peu maintenant,
J'imagine que ça a dû être compliqué, là, transposer le même procédé en canette, parce que là, je me souviens, quand je suis parti, moi, ça fait peut-être 4 ans, je pense, là, on embarquait sur la ligne de canette commençait... Elle commençait à se mettre à l'horizon. Ouais, c'est Alors, ça. oui, ça a été un développement technique m'a mis à rude épreuve, Ouais. je peux te le dire. Les étapes de recherche-développement, le dépassement de soi, c'est là qu'il embarque. Tout ce qui était galvaudé au niveau de la canette, la pression qu'elle pouvait prendre, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Alors, il y a eu un gros travail de recherche. Premièrement, on a été chercher qu'est-ce qu'une canette peut prendre, peut pas prendre. C'est la première étape, c'est ton contenant. C'est avec ça qu'on va dealer. Le marché le demande, c'est un beau contenant super agréable, il est convivial, facile à refroidir, facile à entreposer. Alors oui, il y a un avenir au niveau de la canette pour nous là-dedans. On s'est lancé avec le refermenté. C'était bon. Deuxième chose, bonne connaissance de nos fermentations primaires. S'assurer qu'il ne reste vraiment rien. Il y a beaucoup moins de permissions dans une canette que dans une bouteille. Là. Nos anciennes 750, c'est des semi-tanks. Là. Tu peux monter en atmosphère et en pression à l'intérieur de ça. Une canette, comme vous avez vu, les fournisseurs nous toujours un peu plus mince, la membrane un peu plus technologique. Alors, il a fallu s'adapter à ça, puis adapter notre procédé pour s'assurer de répondre aux exigences de la canette pour garder ça sécuritaire, puis d'un bon paramètre. Puis des contrôles de température et de pression en tout point. Au point de remplissage, le CO2 est mesuré, mais s'assurer qu'il ne dépasse pas tel niveau, s'assurer d'avoir les bonnes conditions pour que la refermentation se passe dans toutes les meilleures conditions pour nous donner la meilleure refermentation possible. Puis, il y a un gros gain à la refermentation. Écoute, ça coûte pas pareil. La bulle est plus fine. Ouais. La complexité est en arrière de ça. Tu vas chercher un deuxième goût. On dirait que le CO2 qui est généré est amalgamé à la bière. Ça donne un plaisir de plus. Ouais. Une belle mousse, une plus belle mousse aussi. Parce que je peux voir la différence avec d'autres produits que j'ai déjà pris qui sont carbés, juste carbés, là, puis force carb, puis c'est pas la même affaire, c'est pas le même aspect. Là. Oui, et le force carb a différentes techniques aussi. Alors déjà là, si tu y vas juste basic avec un boyau versus une pierre, versus un procédé à haute pression, ça a déjà une autre différence. Là. Juste force carb, il y a plusieurs techniques de disponibles, puis ça fait une différence dans le verre. Fait que, juste pour... je me demandais, fait que c'est pas les canettes qui se sont adaptées à vous autres, c'est vous autres qui vous êtes adaptés aux canettes que vous aviez, là. Oui. Okay. On a les canettes du marché, quelques grands manufacturiers de canettes. On n'a pas encore le poids pour pouvoir les faire changer. Mais on s'est adapté. Il a fallu raffiner notre technique. Ça demeure une belle refermentée, mais on a adapté la technique pour être le plus précis possible pour aller avec les paramètres de la canette. C'est ça l'enjeu. OK. C'est quoi la méthode pour refermenter en canette? Est-ce que c'est juste d'ajuster les taux, les taux de sucre, les taux d'ensemencement, ou s'il y a d'autres aspects à considérer? Là, on en a parlé un peu, là, les canettes. Là, mais, oui, respecter les limitations du contenant, c'est la première règle. Tu t'es sûrement rendu compte que sur la canne, il y a des moyens de faire les canettes plus légers, plus ci, plus ça, toujours avec un meilleur liner à cause des coûts de transport. Il a fallu s'adapter à ça aussi. Alors oui, le taux de refermentation a été ajusté pour s'assurer de rentrer dans des paramètres, je te dirais, déclarés par notre fournisseur. Eux aussi ont des fiches techniques comme nous. Ils ont leur spécification, leur régime de qualité qu'on inspecte, qu'on s'assure que ça soit fait. Alors, on a tout validé ça. Alors, ça a été la grosse partie du passage vers là. Je te dirais, en plus du taux de sucre qu'on a contrôlé, ben oui, la levure avait un impact à ce niveau-là. L'oxygène, la contre-pression, bref, tout ce qui rentre en compte dans une fermentation normale. Je vais te poser une question. Je peux la couper au pire? Tu préfères pas? Vas-y. C'est encore la même levure, dans le fond, que vous utilisez, ou ça aussi, il a fallu faire un changement là-dessus? Non, on était capable de garder la même levure. Notre levure d'origine d'Unibrew, c'est notre précieuse. Alors, elle amène une dimension à notre bière qu'on veut garder. Alors oui, il faut travailler la technique en arrière de cette levure-là, comment la conserver, l'amener à son meilleur point pour être capable d'aller là. Mais avec les années, Unibrew a une belle chance. On a été capable d'utiliser d'autres belles levures. Puis dernièrement, la NIPA, la série Autre chose, me permet d'utiliser d'autres levures aussi. Mais pour la refermentation, tout ça, on a gardé notre levure chouchou, si on veut. Ah, c'est cool, ça.
Est-ce qu'il n'y a pas des dangers à effectuer une refermentée en canette, genre des explosions? Puis, parce que je sais qu'il y a bien des micros qui en ont vécu, des affaires de même, là, mais... Écoute, je touche du bois, là. Je ne l'ai pas expérimenté personnellement. Mais toujours un contenant plus fragile, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui, il y a un risque. Il ne faut pas se le cacher, il y a un risque. Il y a une capacité de ce que le contenant peut faire, les chocs de température, même juste les défauts. La membrane à l'intérieur, s'il y a un petit scratch, quoi que ce soit, l'acidité de ta bière va commencer à attaquer ton aluminium. Oui, ta bière va coûter de la merde, mais ça se peut que, mener ton contenant, il y a une rupture à cause de la pression qu'il va générer sur un point de faille. Alors, oui, toujours un risque. Mais vous n'avez pas eu. C'est déjà bon. J'en ai pas expérimenté, mais on a toujours travaillé avec la technique pour s'assurer d'être le plus précis possible. T'as pas idée comment que nos débitmètres sont calibrés souvent pour s'assurer d'avoir le dosage requis. C'est quand même pas pire parce qu'il y a des micros qui ont des cannes qui explosent puis ils font même pas de refermenté. Ça vient toujours avec le programme de salubrité aussi, je te dirais. Ouais. La bière a toujours été le breuvage le plus sécuritaire au monde, puis je continue à le croire, vivre les bières avec de l'alcool. Mais pas oublier que c'est une contamination, tu génères d'autres sucres, tu as des sucres 5 de disponibles, ça va générer du CO2, tu perds un des paramètres. Tu as perdu un des paramètres de contrôle, tu t'exposes. Alors oui, l'explosion peut arriver même dans des non-refermentés. Est-ce que tu crois pouvoir dire que le produit en canette ressemble en tout point au même produit en bouteille? Hey, ça a été la première question qu'on nous a demandé de partir avec des canettes. Êtes-vous capable? Je veux dire vrai et faux. J'ai pas une réponse tranchée pour toi. Oui, on fait le même procédé. On fait la même approche, mais la géométrie du contenant, l'échange de température, le degré de plus que ça va échanger peut faire une différence. Comme je te dirais, tu fermentes dans une cuve de 500 hectos puis une cuve dans 10 hectos, ça se peut que tu te dises, hey, celle de 500 avec quelque chose de différent de 10. Ou tu as un fermenteur horizontal versus un fermenteur sur l'hydroconique. Même si tu prends la même recette, ça se peut que tu aies une différence de goût notable. Il y a des palais assez fins pour être capable d'aller chercher. Alors, moi, mon goût personnel, oui, ça goûte la même chose. Une bonne fin du monde, une bonne petite maudite est là-dedans, c'est parfait. Mais est-ce que ça goûte la même chose? Ça ressemble quasiment au Coke. Certains vont dire que le Coke va être meilleur en bouteille qu'en canne. Ouais. Je suis convaincu que c'est la même ligne de production. Alors, non, je veux dire, oui, ça goûte la même chose. L'expérience de vie va être différente aussi. En bouteille, même si elle est ambrée, tu as une partie de couleur quand même, que tu as une certaine oxydation, que tu es 100% protégé avec une canne. Alors, je pense que c'est plus au niveau des moyens de protection avec le temps. Le contrôle d'une ligne de canne pour l'oxydation est un petit peu plus évolué aussi. Alors, je pense que c'est là que le détail est plus que dans la bière en tant que telle. Es-tu fier d'avoir amené ça au point de pouvoir dire « Oui, je pense que ça se ressemble, les deux ». Bien, avec les réticences qu'on a eues au début quand on a lancé le projet, je te dirais oui, je suis fier du tout le travail que l'équipe on a fait pour trouver le sweet spot, pour que ça aille bien, puis pouvoir reproduire des nouvelles bières avec ça. Ben, j'espère que tu es fier. Est-ce qu'il y a moyen d'être funky un peu quand on prépare un produit pour la refermentation? Genre, prendre un autre sucre ou quelque chose du genre, tu sais, je sais pas, des adjuncts ou quelque chose. Y a-tu moyen d'être funky? Écoute, je te dirais oui. Je ne peux pas trop te parler de produits parce que oui, je travaille quand même là-dessus. Il y a une belle twist à aller chercher avec certains produits. Mais je te dirais que le sweet spot, il est dur à garder. Maintenir les critères de qualité, la tendance est quand même le miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave. Écoute, si je les prends en arrière de l'autre, sirop d'agave, la constance, c'est pas nécessairement tout sur le même taux de sucre. Je t'ai parlé que le taux de sucre est très important dans le contrôle. Si ta matière première ne te donne pas toujours le même nombre de sucre fermenticible, déjà là, tu viens d'ajouter un facteur d'erreur qui peut être critique à la fin. Sirop d'érable. Tu t'amusais avec du sirop d'érable, hein? On est-tu déçu une fois que c'est refermenté? Ça n'amène à rien de plus. Presque pas. Ouais. Alors, oui, cette partie-là, il y a moyen de travailler l'érable d'une autre façon, mais en refermenté, ça ne donne pas toujours le côté funky. Il ne faut pas oublier, nos levures vont aller chercher des sucres, que souvent, ces produits-là, ce qu'on cherche à avoir, vont être transformés. Alors,
quand on est funky, il faut bien calculer et s'assurer de sa source. Donc, Ouais. dans nos cas. Utilises-tu encore du miel? Quand j'étais là, on utilisait du miel avec en tout cas un autre système, puis c'était pas toujours facile. Là, Oui, mais on a encore des produits dans notre portfolio qui vont utiliser du miel. Là. Il y a des produits saisonniers à l'intérieur de ça. Un petit peu moins souvent. Mais oui, c'est un des facteurs quand je vais arriver pour les conversions en format canette à considérer. C'est quoi le taux fermenticible, la récolte, la saison. Ben, nos abeilles, le miel d'automne, c'est pas la même chose que le miel d'été. Ouais. Alors, même s'il est raffiné, on est capable d'amener au même taux de brique, ça ne veut pas dire que mes fermenticibles vont être à 100% à la même place. Alors, très délicat. Puis c'était pas toujours facile, je m'en souviens encore. Là, j'ai eu des nuits, parce que je travaillais de nuit. Là, puis, belle chaudière de miel froid à dropper. Boy, ça, c'était pas toujours facile. Puis, ça force à travailler avec des contenants ouverts qui t'exposent un petit peu plus Ouais. avec des contaminants que tu peux avoir. Juste un petit beer spoiler, là, une petite levure sauvage qui se glisse, tu viens de changer la fermentation. Là. Ouais. Là, c'est pas toutes tes bouteilles, pas toutes les mêmes cartes qui vont goûter la même chose. Ouais. Mais je me souviens de revenir des fois tout collé, là, les bras, les pantalons tout collés à cause de ça. Les bras parlent pas, t'arrêtais pas d'écrire tes notes dessus. Ah, bon. Il fallait que tu me ramènes ça. Pas le choix. Oui, mesdames et messieurs, je préfère écrire sur ma main. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Disons que tu sors d'ici, toi, puis tu te démarres une microbrasserie. Est-ce que tu ferais encore de la refermentation? Hey, une belle question, ça. J'ai tellement de plaisir ici, là, je suis pas prêt à partir, là, on s'entend. Mais au niveau de la refermentation, je suis en amour avec ce produit-là. Ça. Oui, je te dirais, je partirais de la refermentation, mais financièrement, il faut avoir un équilibre dans le portfolio. Ouais. Avoir un bon mix. Une fois que ton produit est emballé, il n'est pas encore prêt au marché. Tu t'en vas l'envoyer dans une chambre chaude plusieurs jours, semaines, mois, peu importe. Il n'est pas disponible pour le marché. C'est un autre impact financier. Alors, tu me dis, je pars un petit starter, une petite start-up, j'ai pas tous les moyens pour bien la contrôler, je penserai à 2 fois. Mais encore là, tout dépendant, c'est quoi les risques financiers dans quoi qu'on s'en va. Mais... Comme une distillerie qui veut faire juste du whisky, mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué. T'sais. Exactement. Si Ouais. tu as le payback 30 ans plus tard, c'est un peu plus dur. Mais c'était vraiment très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour Unibrou? Là, c'est sûr que vous êtes une grosse machine, tu peux pas dire tout, mais est-ce que vous avez des nouvelles bières ou des collaborations? Je sais que vous êtes moins fort sur les collaborations, là, mais... Une nouvelle bière, tu vas être content de savoir que c'est pas vraiment une nouveauté, mais je me rappelle bien, la 17, tu l'aimais bien. La 17. Je l'adore, j'en ai encore plein qui vieillissent dans mon sol. Excellent. Écoute, présentement, je suis en train de faire la maturation sur chaîne avec un nouveau réservoir, alors c'est pas vraiment une nouveauté ou un scoop. Non, mais ça fait on combien s'en de vient temps? qu'un- Ça fait combien de temps que vous avez fait ça la dernière fois? J'ai pas été recherché, mais ça fait plus que 5 ans. Wow, quand même. Alors, Fait que retour. c'est quasiment une nouvelle bière, quand même. Presque. Presque. Mais notre équipe est en effervescence présentement. Ouais. Écoute, des nouvelles techniques à explorer. Mm. Je te cacherai pas que plein de choses qui sont sur le marché qui est intéressant, puis aller au-delà de. Les dry-ups, c'est quelque chose. Aller chercher la gamme autre chose me donne un terrain propice pour aller explorer à peu près ce que je veux. C'est le fun. On a les moyens de nos ambitions. Alors, le succès qu'on a eu avec la saison libre, la petite maudite, je veux m'en servir comme prochain tremplin. Je ne te cacherai pas que des nouvelles IPA, tradition belge, c'est quand même intéressant, ça, là, quelque chose un peu plus de robuste qui est capable d'aller chercher, mais mon cœur m'a toujours attiré vers des bières fortes, refermentées, plus robustes, costaud sur l'alcool, là. C'est sur ma planche à dessin, là. C'est moi où j'ai l'impression que les micros pas vous forcent à changer, mais vous donnent des idées pour changer, justement, pour peut-être essayer des nouvelles gammes. Puis, parce que ça, c'est pas des gammes que j'aurais vues, quand je travaillais encore ici, mettons, il y a 5-6 ans, là, tu sais. Tu parles de micro, oui, parce qu'on est une micro, nous aussi. Alors, on s'ajuste à la compétition, il ne faut pas se le cacher. On a la beauté de pouvoir s'adapter, d'avoir le chemin pour le faire. On écoute le consommateur. Il ne faut pas se le cacher. Je ne serai pas une bière que les gens n'aimeront pas, même si je l'aime.
faut aller chercher une masse de consommateurs, il faut aller chercher un seuil critique de vente. Alors oui, on essaie d'aller chercher des goûts, aller voir qu'est-ce qui est tendance, on écoute les blogs, on n'est pas fermé à ça. Mais je te cacherai pas que quand je mange à la maison avec ma famille, je prends ma 3 pistoles, je prends quelque chose d'autre, puis je me dis, ça goûte bon, puis il y aurait quelque chose à faire avec ça. Que je ne reviens pas à la brasserie avec une petite idée dans la tête de la développer. C'est cool. Puis avez-vous des événements ou, je sais pas, encore avec le Festibiaire de Chambly? Ou, Normalement, on est au Festival de Chambly, oui. Ouais. Le côté événementiel, toujours à négocier avec les choses. Merci beaucoup, merci infiniment, en fait, d'avoir dit oui pour le podcast. Là. Je suis vraiment très content d'avoir fait ça avec toi. Sincèrement, là, je suis vraiment très heureux. Moi, de te voir, c'est toujours un plaisir. Écoute, c'est 15 belles années en arrière de moi, puis il y a des beaux souvenirs avec toi. Ouais. Puis c'est encore mieux quand j'amène de la bière. Oh que oui! Santé! Santé, man! Yes, sir! Puis à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!